Problématique, ça c'est la troisième étape de l'introduction qui constitue à problématiser le sujet. Alors ici, on va dire que la mise en pratique du droit implique-t-il nécessairement la justice? Alors, voilà une proposition de problématique. Elle n'est pas l'unique situation problème. On peut avoir d'autres formulations de la problématique. Alors ça pourrait être un exemple de référence à partir duquel on pourrait se baser pour problématiser le sujet. La mise en pratique du droit implique-t-il justice? Point d'interrogation. Alors cette interrogation qui marque la discussion, qui marque un plan dialectique, ça veut dire que dans notre développement, notamment dans les différents axes d'analyse et de référence possibles, nous allons aborder d'une part une thèse et d'autre part une antithèse. Voilà. Donc, à l'image de l'axe 1, on a dit ici que le droit est une arme de domination et partant d'injustice. Le droit est une arme de domination. Donc ici, on a pris le droit comme une force répressive, parce que là, on va parler de domination. Quand on parle de domination, il y aura toujours une privation de la liberté d'un côté, parce que l'antagonisme naît alors d'une situation de domination ou encore d'une situation d'exploitation de l'homme par l'homme. Dans ce cas de figure, on va se référer sur pas mal de philosophes, en l'occurrence Karl Marx et tant d'autres. Donc, le droit est une arme de domination et partant d'injustice. Donc, nous allons voir dans cet ordre d'idées comment le droit peut être une arme de dissuasion ou encore une arme de domination et partant d'injustice. Voilà, on a dit ici, en prélude, que les lois peuvent créer l'injustice ou un sentiment d'injustice. Maintenant, il est à savoir comment les lois peuvent créer l'injustice ou un sentiment d'injustice. Alors, nous allons nous en tenir à un exemple qui est la condamnation de Socrate. Alors, d'abord, il faut savoir qui est Socrate. On va dire que Socrate est une figure emblématique de la philosophie antique grecque. Une place d'honneur lui revient sur l'échiquier de la philosophie antique grecque, du simple fait qu'il a apporté d'autres innovations à la philosophie à son époque. En tant que maître spirituel de Platon, Socrate a été condamné par le tribunal d'Élée à l'époque, et le tribunal qui était présidé par Anytos et Anicéris, qui sont les principaux accusateurs de Socrate au tribunal d'Élée. Et il aurait été condamné pour 3 motifs principaux. Le premier motif, ça c'est que Socrate ne croyait plus au Dieu de la cité. Donc, Socrate a été condamné par le tribunal d'Élée pour 3 motifs. Comme je l'ai dit, le premier motif, ça c'est d'abord qu'il ne croyait pas au Dieu de la cité. Ça c'est le premier motif de condamnation. Le second motif de condamnation, qu'il apportait d'autres divinités dans la cité grecque. Donc ça c'était un motif qui a valu sa condamnation en 399. Et le dernier motif, ça c'est d'avoir corrompre la jeunesse. Il a été taxé de corrupteur
parce qu'il voulait corrompre la jeunesse. Comment il pouvait corrompre la jeunesse? Bien sûr, c'est à travers son enseignement, l'enseignement que Socrate avait infligé à la jeunesse grecque à l'époque. Donc, ces 3 motifs de condamnation ont été fortement contestés par son élève Platon, qui a déprécié d'ailleurs la condamnation injuste de son maître, parce que le tribunal d'Élée s'est saisi d'une situation politique à l'époque pour condamner son maître. Alors, cette condamnation, comme je le disais, a profondément bouleversé son élève Platon, et par cette condamnation, Platon va s'exiler, il va partir à Syracuse, où il va rencontrer Denis Ier et Denis II dans la cour royale. Donc à partir de là, dans l'apologie de Socrate, qui est publiée par Platon, c'est là, pour mieux détailler, pour mieux argumenter cette condamnation injuste de Socrate, ça c'est selon Platon, il faudrait quand même se référer sur l'apologie de Socrate, parce qu'on a dit que dans les axes d'analyse et de référence, nous allons évoquer certains auteurs. Alors, l'auteur que nous avons tenu en exemple ici, qui est Socrate, il a été injustement condamné. Pourquoi? Parce que ce sont les lois de la cité qui ont condamné Socrate. Donc, pour soutenir ce point de vue, pour mieux argumenter ce passage, parce qu'ici on a affirmé que les lois peuvent créer l'injustice. Donc, à l'entendement de Platon, son maître Socrate, il a été injustement condamné suite aux effets des lois grecques, les lois de la cité grecque. Donc, ça c'est déjà une situation qui n'a pas bien auguré son maître et son élève Platon. Donc, il fera l'apologie de Socrate dans cet ouvrage. Et là, vous allez mieux comprendre comment Socrate a été condamné. Donc, le droit, le prétexte, le prétexte de garantir l'intérêt général sert en réalité des intérêts particuliers. Alors là, on va se référer sur Karl Marx. Marx dit: la loi est un instrument d'exploitation de l'homme par l'homme. Donc quand on parle de l'exploitation de l'homme par l'homme, on va se référer d'abord sur la situation sociologique de l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine. De l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine, il n'y a eu que le conflit des classes, c'est-à-dire la lutte des classes entre le maître d'esclaves et l'esclave, entre le seigneur féodal et le serf, et entre le bourgeois et le prolétaire. Donc, Marx même le dit, que l'histoire de toute société n'a été que l'histoire de la lutte des classes. Donc, cette lutte des classes va continuer en créant des situations de conflit, soit indirectement, soit directement. Cet antagonisme qui règne entre cette classe est la base, maintenant de la révolution marxiste, parce que l'idéologie dominante appartient toujours à la classe dominante, et l'idéologie dominée est celle de la classe dominée. Donc, il y aura toujours un conflit, une guerre souvent ouverte ou encore une guerre souvent dissimulée entre ces deux positions-là. Donc, qu'est-ce qui fait dire à Marx que la loi est un instrument d'exploitation de l'homme par l'homme? Parce que les bourgeois sont en bonne posture toujours pour maintenir le prolétariat dans la médiocrité, dans la pauvreté,
Parce que les bourgeois ont d'abord les moyens. Ils ont les moyens matériels et les moyens financiers pour dominer les prolétaires. Parce que les prolétaires n'ont que leur force de travail à vendre. Ils n'ont d'autre chose si ce n'est que leur force de travail. Donc, il y aura forcément de l'exploitation de l'homme par l'homme. Et cette exploitation de l'homme par l'homme est soutenue par certains individus. Par exemple, le clergé. Le clergé qui a un rôle ecclésiastique relativement aux ordres de l'Église vont soutenir cette injustice, c'est-à-dire il n'y aura pas d'impartialité entre ces deux classes, entre la bourgeoisie et le prolétariat. Parce que d'une part, vous allez voir que le clergé va supporter la bourgeoisie et essayer de justifier le combat de la bourgeoisie, rendre le combat des bourgeois noble, alors que c'est une idéologie qui est masquée, une idéologie dominante qui est toujours masquée. Puisque les prolétaires n'ont pas de conscience révolutionnaire pour démasquer cette part de vérité dans la lutte, Marx, maintenant, il va se livrer à un combat ouvert avec, bien sûr, son fidèle compagnon Engels. Ils vont se donner la peine de mener ce combat, combattre toute leur vie aux côtés de la classe laborieuse qui est le prolétariat. Donc, ici, dans ce cas de figure, on va dire que la loi est un instrument d'exploitation parce que la loi qui serait légiférée, ce serait une loi à la faveur de la classe bourgeoise.